Merci, Charles. Bon, normalement, j'ai pas de barbe, mais bon, j'aime pas la barbe. Ma femme n'aime pas la barbe non plus. Et moi, je lui ai dit, je vais aller me raser, je vais aller me raser, mais une fois que j'aurai atteint mes objectifs fitness et d'exercice. Merci à Nara pour m'avoir invité. C'est un honneur de m'adresser à une audience comme vous. Et bon, merci à et bon, notre publication dans le domaine des protéines, c'est elle qui a réalisé cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos questions. Et bon, je serai je serai dans la salle. Si vous avez des questions sur le marché des protéines, c'est elle qui pourra répondre. Bon, les personnes ne connaissent pas Fast Markets. Et des personnes connaissent la publication de Jacobsen depuis 2007. On a acheté Fast Markets en 2021. Le changement a été formidable car Fast Markets a une grande portée en tant qu'entreprise. Nous avons une portée qui couvre les États-Unis avec des rapports hebdomadaires, de même qu'en Europe, Amérique du Sud. Et nous avons déjà avancé au niveau mondial. Le Brésil qui va nous présenter ses rapports sur les prix du SWIFT et nous avons une portée mondiale dans d'autres marchés. Et si nous suivons et si nous appliquons une bonne méthodologie pour établir les prix quotidiens, nous avons une interaction avec des services de messages et pour savoir comment les prix sont impactés. Bon, au niveau de la commercialisation de certains produits, nous avons des services, y compris les évaluations, les analyses pour les experts. Alors, je vais parler de la production de protéines. Car bon, ce qui a nourri la production de produits d'équarrissage, bon, c'est la production de l'élevage de bovins et de porcs. Alors bon, si vous voulez voir les numéros en détail. Et bon, et il y a des marchés plus petits qui auront une croissance pour 2024-2025. Les grands joueurs, c'est la Chine dans l'élevage du porc et les États-Unis, l'élevage de bovins et qui auront maintenant une production accrue de porc et de bovins. Et une chute aux États-Unis, j'en parlerai, mais cela suit les cycles du bétail des troupeaux, les sacrifices, et pendant ce marché, on verra une réduction probablement, et bon, le sacrifice d'animaux, mais il y a une augmentation des prix des aliments, comme l'a bien dit Philippe, et cela va avoir un impact sur nos profits, nos utilités, et, et la demande de viande de bœuf et le sacrifice de bovins. Bon, moi, moi, je dis toujours que je m'y connais plus en viande de porc et de bœuf, puisque je vais au restaurant, mais il y a des réductions dans la production de la viande de porc en Chine à cause de leur contraction économique. Mais voici une production plus faible et moins de sacrifices. Alors, on voit qu'il y aura une grande demande de viande de porc à cause de sa production énorme. Mais une bonne partie des produits de consommation en Chine, on ne les consomme pas aux États-Unis. Alors, il y a bon, il y a des systèmes qui pourront être envoyés en Chine et qui vont incorporer leurs animaux dans la chaîne d'équarrissage aux États-Unis. Alors, jetons un coup d'œil rapide à la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est un petit marché dans la zone Asie-Pacifique. En Nouvelle-Zélande, on voit des grandes variations, à l'exception de certaines variations et en comparaison avec des années antérieures, quant au sacrifice des bêtes. Et l'impact ne sera pas considérable. Mais si on voit l'Australie, et comme je l'ai déjà dit,
Euh, j'étudie ce marché depuis 2007. Chloé s'est jointe à nous en 2001 avec en 2011 avec son marché des protéines et je continue à travailler sur le marché des graisses en Australie. On voit une grande demande de viande de bœuf, une demande historique provenant de la Chine et qui veut que l'Australie sacrifie tant d'animaux et ils l'ont fait. Alors, bon, ceci a décimé de nombreux bovins tout au long des années et suivant après le 2020. Et on voit qu'il y aura une augmentation dans dans les troupeaux et, et et les éleveurs. Bon, on suit la ligne violette. Bon, il y a des protéines de ruminants disponibles pour le marché asiatique grâce à ces éleveurs et surtout en Australie. Mais il y a eu quelques plaintes des États-Unis, des vendeurs et des États-Unis parce que maintenant ils doivent faire la concurrence à l'Australie qui ne cesse de ravitailler le sud-est de l'Asie et ceci a eu un impact sur les prix et voici une vue granulaire, le sacrifice de, de troupeaux de bovins et porcins. Et voici la viande de porc annuelle. Et à droite, nous avons une production de viande de bœuf et de bovin et plus de production au premier trimestre et une production qui indique qu'il y aura une diminution à la deuxième moitié de 2025. Cela va réduire le ravitaillement en protéines de ce type aux États-Unis dans le deuxième semestre. Alors bon, il y a déjà l'évidence qu'il y a plus de restrictions suite au rapport de l'élevage bovin et ceci a un impact sur la production de viande de bœuf et bon, on pourra le percevoir au deuxième semestre. Bon, voici le sacrifice de poules de chair et on attend une croissance dans l'élevage de dinde, de dindons, et bon, c'est la production euh, de l'œuf à l'assiette. Et bon, ceci implique une période très brève quant à la production d'un T-bone ou de vaches de ruminants, où cela prend bien plus de temps. Alors, on voit une énorme demande de volailles ou de poules de chair et de dinde qui voit une énorme demande quant à la protéine de volaille et mais bon, pour les usines d'équarrissage, bon, je suis prudent, mais le docteur Gibbon a déjà parlé de cette projection de la production de bétail aux États-Unis. Bon, dans le cas des poules de chair, on voit une demande qui ne cesse de croître quant à la consommation de viande de volaille. Et pour vous qui travaillez avec les jeunes, bon, ils sont en train de vieillir, mais maintenant, je vois plus de personnes végétariennes et qu'il y a 10 ans. Je ne sais pas si on pourra prédire que la production de poules de chair va continuer d'augmenter et comment on peut projeter de façon linéaire. Mais il en va de même pour les projections et la production de la viande de porc. Les agriculteurs doivent à avoir des bénéfices. J'ai un cousin, un porciculteur qui n'a pas connu une bonne année depuis de nombreuses années déjà. Et il est difficile d'avoir des bénéfices dans la porciculture, donc on ne peut pas prédire, il n'y a rien qui indique que ces marchés vont continuer, poursuivre cette tendance. Bon, dans le cas de la viande de porc, nous avons également des cycles de production beaucoup plus étendus. euh, si on compare au cycle des poulets, par exemple, des volailles. Et on cible plutôt la production de produits d'équarrissage. La protéine en 2024, interannuelle. 2018 jusqu'en 2024 a vu une production de protéines animales plus réduite en comparaison avec 2023, mais toujours importante si on tient compte des années antérieures.
Il y a une personne avec laquelle je conversais fréquemment et on disait ne le renifle pas, vends-le. Et bah, ceci quand on parle de la production de farine, de viande. Et bon, bah, c'est la contribution à nos exportations. Le fait que la production est augmentée ne veut pas dire qu'on ait vu de grands changements dans la dynamique des marchés et la production des protéines animales d'équarrissage. Alors, si on est à 4,6 en dessous du terme de production en comparaison avec 2023, voici une vision détaillée de la production de farine de viande et les projections réalisées par le département de l'agriculture aux États-Unis d'un rapport, un compte rendu où on voit une production de protéines animales qui se contracte en comparaison avec la 2023. Il en va de même pour la viande de porc. Et j'ajoute même qu'il est important. Bon, cette situation est importante. Voici les données qu'on peut utiliser. Je n'ai pas toujours la certitude que ces comptes rendus que les comptes rendus soient toujours si précis. Je ne sais pas si c'est des problèmes de discrépance de l'information, mais les chiffres des têtes de troupeaux et, et ne valorisent pas ce type de réduction. Et il serait plus représentatif de suivre ces lignes des graphiques comme on le voit en haut parce que bon, je sais pas si l'information dans le compte rendu a un impact ici. Bon, moi, je parle des prix et comme le prix aura un poids dans les tendances du marché. Si on voit en haut, on voit la farine d'os et de viande en comparaison avec la farine de sang et vous verrez qu'il y a des discrépances. Par exemple, entre la farine d'os et de viande, de ruminants comparée avec celle euh, de farine porcine, de provenance porcine, on verra que la farine d'os et de viande va toujours être commercialisée à un prix plus élevé que la farine de soja et ces variations pèse, pèse lourd, mais la farine de ruminant a plus de protéines. Et on voit que cette relation a changé avec la croissance et la consommation des végétariens. Bon, excusez-moi si vous avez déjà entendu cette anecdote. Moi, j'ai habité à l'Iowa pendant 2 années. Mon garçon était très jeune et il prenait des leçons de piano. Il avait une prof qui lui donnait des leçons de piano et dans sa cour à l'arrière de sa maison. Et il disait, bon, j'ai des poules et bon, c'est des poules de chair pour. Et alors, elle leur disait, bon, tu les nourris avec quoi? Ben, de la laitue. Alors, moi, j'ai dit, mais s'ils n'ont pas un profil d'acides aminés, vos poules vont se cannibaliser. Et la semaine prochaine, je suis revenue et en effet, elle m'a dit, ah, j'ai fait attention à ce que vous m'avez dit. Je leur donne plus de laitue, je leur offre du tofu japonais à manger. Et donc, parfois, on a ces mentalités et on commence à altérer les relations. Et on voit, comme en Espagne, par exemple, et à la deuxième partie de 2024, on voit l'effet d'espèces mixtes. On voit une tendance ici, une tendance de ces dernières années quant aux produits spécifiques. Il y a, bon, on réalise des efforts pour promouvoir des aliments à la mesure des demandes des consommateurs. Bon, cela, les aliments pour pour animaux de compagnie, etc. Mais la farine d'os et de viande a eu des problèmes pour réglementer les prix de la viande elle-même. Et bon, ceci est lié à l'accès au marché. Parfois, il est facile de déplacer le produit. Et bon, voici la raison pour laquelle on a cet écart. Et on voit également que dans certains cas, les prix se contractent, comme la farine soja et la farine de sang, par exemple, et qui continuent d'être représentatives d'un marché très volatile et même bah, qui ont presque pratiquement disparu. Mais quelqu'un me disait, vous savez,
on ne, on n'augmente pas les prix nécessairement, car sinon on pourrait subir des pertes et qui pourrait nous mener à une perte de $300. Et donc, il faut être prudent avec les prix. Voici les tendances, la production de protéines euh, de volaille et qui ont subi la pression 2024 résultant de l'utilisation de farine soja. On a besoin d'utiliser des protéines plus spécifiques. On recherche plus la protéine de volaille et de poulet. Mais nous avons une offre intéressante. Je crois que nous ayons des unités dans le marché de farine soja qui a baissé les prix et nous avons également la concurrence sur les marchés internationaux car les commerçants de protéines sont rattachés au commerce mondial. Voici les prix d'Asie-Pacifique en 2024 en comparaison avec les années d'avant. Voici la Chine, l'Indonésie qui établissent leurs prix bien calculés en dollars américains, l'Australie avec des prix plus bas. Et bon, ceci est lié au ravitaillement de farine soja de la part de vendeurs et on réalise que le Brésil augmente sa visibilité comme joueur dans le marché avec une grande production en Australie. Voici un panorama de la situation en Australie qui travaille avec le sud-est de l'Asie. Et alors, bon, il est important pour eux et ceci a eu une incidence sur les prix. Et on voit ici en Nouvelle-Zélande, on le compare avec le marché australien et on compare les prix à la farine de soja et on voit ici les résultats des importations. Quand on parle de la farine de soja et les valeurs aux États-Unis, voici les prix relatifs, comme je le disais déjà. On voit un mélange de résultats et de pourcentages également. Alors, dans le cas des farines de ruminants et qui a vu des variations comparées avec le soja, mais la farine de ruminant n'a pas récupéré sa valeur à 100% et la farine et les produits porcins n'ont eu que de très légères variations et certainement c'est le résultat des consommations végétariennes. Nous avons donc le pronostic de production de farine de soja. Donc, c'est un des problèmes les plus importants, ce qui concerne le prix et la compétition du marché. Felipe nous a déjà parlé sur ce sujet, mais avec ce phénomène massif de la production, et donc nous voyons donc ces nombres du soja aux États-Unis au niveau global. Si nous parlons du marché du soja du point de vue historique, nous voyons qu'il y a tous ces produits les, qui sont utilisés par les producteurs de combustible. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'année et demie prochaine? Nous voyons cette mesure incitative, donc c'est ça ce qui va se passer dans l'administration. C'est ce que je pense qui va se passer. L'huile de soja. Enfin, nous voyons qu'il y avait plusieurs personnes qui le vendaient à 1 dollar par gallon. Donc, nous voyons les comparaisons entre l'huile d'équarrissage, le comparant avec l'autre huile. Donc, nous voyons les nombres au marché. Comme Felipe l'a dit, je pense que les capacités des États-Unis se trouvent aux alentours de 6 milliards de gallons. Nous avons 50 ou 55 000 millions de livres. Donc, évidemment, cela est un nombre qui le dépasse, mais on n'atteindra pas ce but sans l'import de soja ou des imports assez importants en Grèce. Nous voyons que l'administration actuelle n'a pas de a une politique qui va favoriser les
producteurs locaux au lieu des producteurs étrangers ou les exportateurs. Donc évidemment, cette expansion va continuer. Je dirais qu'il se passe la même chose au Brésil. Il y a une croissance de soja très importante. Il y a aussi un potentiel pour qu'il y ait une croissance dans ces endroits-là. Basiquement, il y a plein de protéines qui viennent de l'autre moitié de la demande de lipides qui ne sont pas un avantage pour les vendeurs de produits d'équarrissage. Ici, nous voyons cette image sur les exports des États-Unis. Nous voyons vers où se dirige la majorité des exports. Depuis novembre, nous voyons la Chine qui est un des grands exportateurs. Lorsqu'on parle de la nouvelle administration et des tarifs, bon, c'est une menace parce qu'en fait, ça fait une très bonne partie des producteurs aux États-Unis s'en bénéficient. Donc, nous voyons que les exportateurs de l'Asie sont les plus importants pour les États-Unis. Je pense que la partie la plus importante, c'est de dire que l'accès au marché global, enfin, nous avons les données sur ce rapport. Il y a plusieurs personnes déportées qui vont vers la Colombie, mais le président de la Colombie a dit qu'ils ne vont pas l'accepter. Donc, nous voyons la partie des tarifs douaniers. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça fait que mon travail en tant qu'analyste soit plus amusant, plus intéressant, puisqu'il y a plein de choses qu'il faut savoir chaque semaine et chaque jour, depuis le point de vue du commerce. C'est quelque chose de très important. Nous avons cette vision si difficile. Les maladies représentent un risque, c'est une préoccupation. Les plus importantes pendant les dernières années sont, on pense que les autorités réglementaires ont fait un bon travail pour éviter la diffusion et la propagation de ces maladies, surtout dans les États-Unis. Il faut continuer de voir ces politiques en ce qui concerne les biocombustibles. Je pense que quelqu'un était en train de nous demander sur les crédits de carbone. Bon, et je ne sais pas ce que les plus jeunes en pensent. Peut-être que ce n'est pas une tendance globale, mais pour avancer, il faut dire que nous allons tous être mesurés par le carbone. Il faut avoir des avantages par rapport à ce sujet pour générer des crédits de carbone. Nous voyons des produits qui ne sont pas basés dans des déchets. Je n'aime pas m'exprimer comme ça, mais donc évidemment, ils ont des meilleurs indices de carbone. Donc voilà mon information de contact. Vous voyez Chloé Crimel, moi je suis au milieu et Thaïs est notre contact au Brésil pour les graisses animales. Donc elle parle portugais. Vous avez son information de contact au cas où vous aurez des doutes sur le marché brésilien. Moi, je serais heureux de pouvoir vous aider. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions.